Bonjour à tous. Effectivement, on va commencer. Qui utilise Screaming Frog dans cette salle? Oh, pas mal. Bon, c'est bien. J'espère que je vais vous apprendre des choses. C'est un peu l'objectif aussi. Screaming Frog, on le connaît pour tout un tas de fonctionnalités. Donc, c'est un crawler qui peut faire tout un tas de trucs. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence, j'ai fait une formation en interne. Et j'ai un consultant qui est technique comme moi qui m'a dit de toute façon, ta formation, je ne vais pas venir parce que Screaming Frog, je connais. Et puis en fait, après, il a vu les slides, il a dit j'ai un peu manqué d'humilité parce qu'au final, il y a plein de trucs que je découvre. Donc c'est un peu l'idée, c'est de vous transmettre toutes ces choses-là. Au niveau de l'outil, donc là, vous avez le petit panel de ce qu'il sait faire. Moi, il y a il y a trois choses à savoir. La première, c'est l'origine du nom Screaming Frog. Donc Dan Sharp, c'est par rapport à une histoire de grenouille qui s'est retrouvée coincée par deux chats dans un angle de son jardin. Donc c'est comme ça qu'il a donné le nom de Screaming Frog. Donc toujours bon à savoir. Mais surtout, les deux choses que je vais vous faire passer les plus importantes, c'est que c'est un outil qui est en constante évolution. C'est-à-dire que très régulièrement, il y a des nouveautés. Et puis en fait, on l'utilise tous les jours, et les nouveautés, on les voit pas forcément. Et parfois, on se balade un petit peu, on dit tiens, un nouvel onglet, qu'est-ce qu'il fait, à quoi ça sert? Donc ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et puis aussi, on va apprendre à interpréter les données, parce que parfois, Screaming Frog, il vous dit des choses, et c'est pas parce qu'il vous dit qu'il n'y a pas d'erreur 404, par exemple, que c'est vrai et que c'est une bonne chose. Voilà. Donc ça, c'est les deux grandes idées, ça va être le fil conducteur de la conférence. Alors, petite chose, là j'en reparlais tout à l'heure à un confrère, et je lui disais, quand tu utilises Screaming Frog, tu fais tes crawls, et puis après, comment tu fais pour les enregistrer? Il me dit, je fais file, save, et puis je les enregistre, quoi. Je lui dis, en fait, il y a plus simple, il y a un mode qui s'appelle le mode base de données. Donc ça, faut aller dans la configuration pour l'activer. Donc je vous ai mis, alors en gros, c'est dans configuration, ou c'est dans File, Préférences, mais voilà, ça, vous le trouverez sur Internet. Et ce mode-là, il est hyper bien, le mode base de données, parce que parfois, ça arrive que quand on crawl avec la mémoire vive de l'ordinateur, à un moment, Screaming Frog, il plante, ils disent « Ah, j'ai plus assez de RAM, etc. » Et là, vous avez crawlé 200 000 URL, et puis elles tombent toutes à la poubelle parce que votre ordi plante. C'est un peu frustrant. Donc là, l'idée, c'est de passer en mode base de données. Ça veut dire que tout ce qui va crawler, il va l'enregistrer sur l'ordinateur. Si Screaming Frog s'arrête, tout sera en base de données, donc vous n'allez pas perdre toute votre data. En moyenne, alors c'est un ordre d'idée, mais quand vous crawlez moins de 100 000 URL, vous pouvez passer en mode mémoire, parce que normalement ça suffit. Et quand vous allez au-dessus, c'est bien de passer en mode database storage et d'avoir un disque SSD pour que ce soit bien rapide. Une fois que vous êtes en mode base de données, il y a des fonctionnalités qui s'activent dans Screaming Frog, dont la fonctionnalité projet. Et du coup, au lieu de faire, quand vous êtes dans le menu, là, vous allez avoir une nouvelle entrée qui s'appelle crawl, et là, vous allez lister tous vos crawls. Quand est-ce qu'ils ont été faits, est-ce qu'ils sont finis, le nombre d'URL, le poids que ça prend en base de données. Donc ça, c'est super pratique parce que vous pouvez les organiser par dossier, donc mettre les clients, les prospects, etc. Parce que parfois, on enregistre ces fichiers Screaming Frog à droite à gauche et on dit « Ah, je sais plus où il est, mon crawl. Tiens, j'ai un fichier, mais je sais plus de quand il date. » Alors, on peut regarder la date et tout, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est hyper pratique quand on fait ça. Par contre, tout ce que vous allez lancer comme crawl, comme c'est enregistré automatiquement sur le disque dur, rapidement, quand vous crawlez pour faire des petits tests, etc., votre disque dur, il va se remplir. Et tout en bas, là, vous voyez l'espace libre qui reste de votre disque dur. Je peux vous dire que sur des gros crawls, ça va très très vite. Donc, il faut bien penser à faire le ménage de temps en temps. Parce que quand on est sur des crawls là, qui font 27 gigaoctets pour la dernière ligne, c'est un petit peu costaud. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini le boulot, vous pouvez l'effacer. Mais en tout cas, pour organiser ces fichiers, c'est hyper pratique. Vous pouvez les renommer aussi, les crawls, dire tiens, ça c'est le crawl desktop, crawl mobile, etc. Hop. Alors avant de se lancer, je vais aller assez vite sur cette partie, mais c'est pour vous montrer des petites, la façon dont moi je crawl, c'est-à-dire les choses que je configure souvent, et puis les petites options cachées encore. Parce qu'il y en a, j'ai un collègue qui est assis à côté de moi au travail, et dès qu'il y a un nouveau prospect, il me dit « je vais crawler le site, je vais crawler le site ». Je fais « Attends, regarde-le d'abord, balade-toi dessus un petit peu ». Et utilise la commande site 2 points sur Google, parce que rien qu'avec ça, on va pouvoir découvrir peut-être des URL bizarres, navigation à facettes, tout à l'heure Nicolas en parlait, et peut-être des éléments qu'on ne va pas crawler, parce que sinon ça va être un petit peu trop lourd. Donc c'est très bien d'utiliser
cette commande sur Google, site de points avec nom de domaine.com, comme ça vous voyez toutes les URL qui sont indexées et peut-être des URL à pas crawler qui seraient des URL parasites. C'est bien aussi de lancer un pré-crawl. Un pré-crawl, ça veut dire que vous allez lancer Screaming Frog, appuyer sur Start et puis attendre un petit peu, voir ce qui se passe. Et peut-être que potentiellement vous allez voir des URL tordus qui remontent. Et là, il faudra l'arrêter, le crawl, et le reparamétrer pour lui dire, bah tiens, crawl pas par exemple les URL de tracking ou les URL de FAQ si vous n'en avez pas besoin, etc. C'est bien de prévenir le client et l'hébergeur aussi, parce que parfois il y a des serveurs qui tiennent pas la charge. J'ai fait tomber le site d'un client comme ça, juste avec Screaming Frog une fois. Ça a montré qu'il y avait un gros défaut sur le site, c'est qu'il tenait pas la charge, mais je me suis quand même fait engueuler. Et puis dernière chose, c'est dans Screaming Frog, on peut aussi sauvegarder sa configuration. Donc ça, c'est hyper pratique. Toutes vos options d'extraction, de toutes les cases qui sont cochées, pas cochées, etc., vous pouvez le sauvegarder. Et comme ça, plutôt que de vous retaper la config avec tout le changement de préférence à chaque fois, vous ressortez votre petit fichier de config. Quand vous configurez le Spider, il y a une nouvelle possibilité depuis quelques mois. C'est pour chaque image, fichier CSS, JavaScript, etc. Vous pouvez les crawler et il y a une option qui s'appelle Store. En fait, Store, quand c'est coché, ça conserve toutes les relations entre les fichiers. Imaginez un fichier JavaScript qui est appelé sur 100 000 pages. En fait, toutes les relations de ce fichier JavaScript avec les 100 000 pages sont conservées. Donc c'est bon pour savoir où il est appelé, mais par contre c'est lourd. Voilà. Donc en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir faire du fine-tuning sur ce que vous voulez crawler et sur les relations entre les pages que vous voulez conserver ou non. Parce que ça peut très très vite monter en mémoire. Voilà. Ça, c'est les 6 grandes entrées qu'il faut pour moi retenir et qui sont importantes. Parce que parfois on va lancer des crawls et puis on desktop et puis il va pas se passer grand chose. Du coup, c'est bien parfois de changer le user agent quand on a des sites mobiles qui sont des sites mobiles laitiers, par exemple mobile.lemonde.fr ou des choses comme ça. Puisque, je le rappelle, c'est l'index mobile qui est utilisé par Google. Donc c'est bien de voir au plus près ce que voit Google. Vous pouvez aussi crawler les sitemaps. Ça veut dire que Screaming Frog va aller fouiller dans le row.txt et s'il trouve des appels de fichiers sitemap, eh ben, il va les visiter. Donc il va regarder toutes les URL que vous avez soumis à Google. Et il va les visiter. L'extraction du JSON LD et microdata, c'est utile pour savoir si justement sur une page produit, il y a bien les microdonnées schema.org de type product. C'est bien pour savoir s'il y a les microdonnées breadcrumb, etc. Et éventuellement les pages sur lesquelles ces microdonnées sont absentes. Vous avez aussi une autre possibilité qui est d'enregistrer l'intégralité du HTML de la page brute et de la page rendue en JavaScript. Alors attention, c'est ultra gourmand. En général, quand je le fais sur un nombre relativement isolé de pages, parce que pareil, mémoire. Et l'intérêt, c'est qu'après, vous allez pouvoir comparer le HTML brut et le HTML qui a été rendu en JavaScript. Donc voir s'il y a des différences pour essayer un petit peu de mieux comprendre ce que voit Google. Et puis ça va servir à d'autres fonctionnalités qu'on va voir tout à l'heure, mais c'est hyper pratique. Vous pouvez aller aussi effectuer un rendu JavaScript. Donc là, c'est encore une fois, c'est se rapprocher de ce que Google voit, puisque Google est capable d'interpréter le JavaScript. Sachant que Screaming Frog, ça va pas être tout à fait ce que Google voit, parce qu'il n'utilise pas forcément le même moteur de rendu. Ça, vous allez le voir dans les c'est tout en haut dans la configuration, il y a About Screaming Frog, et quand vous regardez dans les détails, il vous indique le moteur de rendu qu'il utilise. Alors c'est peut-être Chrome, j'en sais rien, c'est peut-être Chrome 76, alors que Google c'est Chrome 80 quelque chose. Donc il y a potentiellement des petites différences. Et puis aussi, est-ce que vous respectez les canonical et le no-index en fonction de ce que vous cochez? Google, toutes les pages qui sont en no-index, il va les crawler. Donc ça peut vous donner une vision un petit peu erronée en fonction de vos besoins. Mais voilà, en gros, c'est moi personnellement les trucs que j'utilise. Donc je voulais juste les partager avec vous. On verra s'il y a besoin de détails pour les questions après. Et puis quand on crawl un site, alors ça c'est une petite fonction un peu particulière, on va pouvoir modifier les URL à la volée. Ça veut dire quoi? Je vous prends un cas concret. Il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé, j'ai un client qui passait en HTTPS, et en gros sur son site, il avait plein de liens vers des URL en HTTP. Ça fait quoi? Ça fait que si je crawl le site, à la fin, je vais avoir, quand je vais regarder tous mes codes réponses, je vais avoir plein de redirections 301, des URL HTTP vers HTTPS. Et ça va brouiller ma vision du site. Donc ce que je peux faire, c'est dire à Screaming Frog, dès que tu vois
quelque part dans le code source une URL en HTTP, convertis-la en HTTPS. Et comme ça, il va faire comme si tous les liens étaient déjà passés en HTTPS. Je dis ça parce que mon dev, il prend un petit peu de temps, il est en train de faire un script pour modifier tous les liens. Mais si vous voulez avoir une vision au plus proche de la future version du site qui sera, pour lequel tous les liens seront HTTPS, vous pouvez modifier des URL à la volée. De la même manière, vous pouvez, quand vous faites le rendu en JavaScript, toutes les URL qui ont un dièse vont être crawlées par Screaming Frog. Ça veut dire que pour une même page FAQ, s'il y a FAQ dièse question 1, FAQ dièse question 2, etc., vous allez avoir le cumul de toutes ces URL-là. Sauf que Google, lui, il crawl que la page FAQ sans le dièse derrière. Donc pareil, ça va vous donner une vision erronée. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec 10 pages FAQ alors qu'en fait, il n'y en a qu'une seule qui existe. Parce que pour le rappel, Google, il ne crawl pas ce qu'il y a derrière le dièse. Donc là, de la même manière, vous allez pouvoir remplacer, pendant le crawl, toutes les URL qui ont dièse quelque chose par rien du tout. Et comme ça, ça va rassembler les signaux. Donc là, petite fonctionnalité un peu tech, mais relativement pratique. Et puis, alors ça c'est génial parce que quand vous avez il y a tellement de sites de pré-prod qui sont indexés sur Google, alors chaque fois je dis à mes clients, bloquez l'accès avec un nom d'utilisateur et un mot de passe parce que sinon votre site de pré-prod, votre site de test, il va se faire indexer par Google. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Sur la configuration du serveur, on dit tu peux voir la page si tu mets un login et un mot de passe. Donc parfois c'est une authentification web standard, mais j'ai eu le cas une fois d'un client où on arrivait sur le site et là il y avait carrément un formulaire de login, c'est avec login, password. Et en fait Screaming Frog il sait aussi remplir des formulaires comme ça. Ça veut dire que quand vous allez dans la configuration, la authentification, vous pouvez entrer une URL de login, cliquer sur OK, et là Screaming Frog va vous ouvrir une fenêtre de navigateur de l'URL que vous avez indiquée, et là vous allez rentrer le login et le mot de passe pour accéder au site de test. Vous allez valider, et là, vous serez authentifié, et du coup, vous allez pouvoir crawler le site sereinement et tranquillement. Donc c'est hyper utile, il faut faire très attention par contre, parce que je prends un exemple de site WordPress. Si vous vous connectez sur WordPress avec le code d'admin, etc., Screaming Frog, s'il visite tous les liens, il va visiter les liens, supprimer l'article, modifier, corbeille, etc. Donc en fait, comme il va cliquer sur tout, il va vider votre site. Voilà. Donc il faut, dans ces cas-là, mettre des restrictions pour dire, ok, je te laisse rentrer sur mon site pour crawler, mais ne visite pas toute certaines typologies d'URL pour éviter de supprimer des choses qui seraient embêtantes. Et petite nouveauté aussi, dans Screaming Frog, on peut crawler de nuit. Parce que j'ai des clients qui me disent « Ouais, j'aimerais bien que tu lances le crawl, mais pas en pleine journée, parce que ça va surcharger mon serveur. » Donc là, j'ai dit « Bah ouais, mais avec Screaming Frog, je vais pas me lever à 3h du mat pour lancer le crawl, si tu veux, je t'aime bien, mais j'ai envie de dormir. » Et en fait, on peut le programmer, ça veut dire que vous allez lancer une tâche qui va dire « Bah voilà, à telle heure, tu lances le crawl une fois. » On va charger un fichier de configuration qu'on aura préalablement enregistré. Vous fermez Screaming Frog, vous laissez votre ordinateur allumé et automatiquement à 3h du mat, Screaming Frog va se réveiller et va se mettre à crawler le site tranquillement. Donc ce sera bien parce que ça ira plus vite aussi, puisqu'il y a moins de trafic by night. Et donc votre crawl ira potentiellement plus rapidement. Et puis on peut faire des crawls aussi de façon régulière. On peut crawler de façon quotidienne, pareil, donc ça peut être un certain type d'URL, ça peut être très utile pour générer des fichiers sitemap par exemple, parce que Screaming Frog il sait le faire. Ça veut dire que vous lui demandez de visiter un site et après vous lui dites tiens, génère-moi un sitemap de toutes les URL que tu as trouvées. Alors on va pouvoir mettre des restrictions, mais pour des clients qui n'ont pas encore qui n'utilisent pas un WordPress qui génère des sitemaps tout seul ou des choses comme ça, ça peut être super pratique. Voilà. J'avance un peu vite sur la config. Et dernière chose, on peut aussi lancer un crawl sans interface. Donc là, c'est juste avec une ligne de commande. En fait, ça se lance, ça c'est plus sur un serveur. Pareil, on va charger un fichier de configuration qu'on a préalablement mis en place. Et Screaming Frog va s'exécuter sans interface graphique. Donc un petit peu plus performant aussi. Et voilà, c'est quand vous avez un serveur qui tourne H24, voilà, vous pouvez lancer des crawls réguliers tous les jours, toutes les semaines, etc. Ça peut être assez utile. Alors voilà pour la configuration. Ah oui, pardon, c'est Nemo parce que c'est les poissons, crawl, on nage et tout ça. C'est pour ça qu'il y a des images de Nemo. Alors, il manque pas quelque chose, si.
on peut, quand on crawl avec Screaming Frog, récupérer des éléments dans les pages web. Et là, je vous montre, tiens, sur Amazon, imaginons je veux crawler le site d'Amazon, je peux récupérer des éléments, parce que Screaming Frog, il va récupérer la balise title, le H1, la métadescription, etc. Mais je peux très bien lui demander, via des expressions régulières ou le langage XPath. Ce sera trop long d'en parler maintenant, donc je vous en parle pas, mais sachez qu'on peut le faire. Et pour chaque page produit, par exemple, je peux extraire le fil d'Ariane, le nombre d'avis, le nombre de commentaires, est-ce que le produit est en stock ou non, le type de page, est-ce que c'est une page produit, une page de liste, une page édito, est-ce que la page contient bien le code de tracking. Et ça, c'est très utile parce qu'après, vous allez pouvoir qualifier vos URL, vous allez pouvoir les ranger. Tiens, je sais que sur mes pages produits, j'en ai tant de pourcents qui sont en erreur 404. Tiens, j'ai identifié des pages qui n'avaient pas de fil d'Ariane. Pourquoi ? Drink le dev, il manque le fil d'Ariane sur des pages. Pareil, tiens, je me rends compte qu'il y a plein de produits qui ont 0 avis. Est-ce que c'est des produits qui n'intéressent pas les gens? Est-ce qu'ils sont peut-être mal maillés? Donc là, vous allez pouvoir faire tout un tas de déductions sur ces éléments-là. Et pareil, Screaming Frog va rajouter dans un onglet le résultat, c'est-à-dire que pour chaque URL, il vous donnera dans une colonne, voilà le nombre d'avis que j'ai trouvé pour cette page, voilà le descriptif de la page, etc. Vous allez pouvoir d'ailleurs voir des pages qui n'ont pas de descriptif, puisque vous pouvez extraire vraiment des balises HTML. Tiens, je veux que tu m'extrais le paragraphe qui contient la classe description. Il va vous l'extraire, et puis peut-être que sur certains produits, vous allez dire « Ah tiens, il n'y a pas de contenu, donc potentiellement les responsables boutiques de rajouter du contenu sur certaines pages. » Donc ça, il faut le faire avant, parce que si vous crawlez et que vous le paramétrez après, comme le site est déjà crawlé, forcément, vous n'avez pas les données. Bref, fallait pas... voilà. Maintenant, j'ai passé... Il y a combien de temps, Charlotte, juste? Parfait. Je suis désolé, j'ai un peu débité, mais j'ai peur de pas être dans les temps. J'espère que vous suivez, que vous nagez pas trop. On va voir maintenant sur la partie analyse et interprétation. Je trouve ça vraiment important. Alors, tout ce que je vais vous montrer, ça sort de cas soit que j'ai vus, d'audits que j'ai pu récupérer, mais aussi de réflexions que je me suis faites par rapport aux attentes des clients et la façon dont je leur restituais les informations à la suite d'un crawl d'un site. Donc là, on va passer un petit peu certains onglets de l'outil Screaming Frog en revue. La profondeur des URL. Alors ça, c'est un exemple, c'est quelque chose que j'ai vu, qu'on m'a donné par rapport à un concurrent, c'est pas très bien, je dirais pas qui, mais on m'a montré, voilà, tiens, le truc qui nous avait dit pour nous dire que notre site était mal structuré. Et en fait, quand on regarde la profondeur des contenus, là, on voit que ici, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, oulala, il y a beaucoup d'URL au quatrième niveau. Donc là, on pourrait se dire, c'est très grave, c'est des URL qui sont trop profondes, c'est pas bien, il faut mieux les mailler. Et puis en fait, quand on regarde les URL qui sont au quatrième niveau, c'est que des images. Donc en soi, c'est pas si grave. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce que vous regardez, aux petits graphes, etc. Parce que en soi, sur ce site-là, c'était pas pire que ça et c'était très bien puisque la majeure partie était en niveau 3, donc c'est pas tant un problème que ça. Sur l'onglet URL, donc là, ça doit être le troisième ou le quatrième onglet, URL, la chose que je regarde souvent, c'est les paramètres d'URL. C'est-à-dire que quand vous affichez dans Screaming Frog la liste des URL, vous avez un filtre qui vous permet de voir les URL qui contiennent des paramètres. Donc là, on voit le joli petit graphe, là, paramètres, il y a à peu près 5000 URL qui ont des paramètres. Et j'aime beaucoup regarder ça parce que souvent, c'est des sources de duplication, soit à cause de navigation à facettes, de filtres ou des choses comme ça. Et puis, toujours pas prendre Screaming Frog ce qu'il dit en se disant tiens, c'est comme ça. Là, on voit la colonne canonical et puis tiens, j'ai page égale 1, page égale 1, et j'ai des canonical, donc je pourrais me dire c'est bon, en fait, il y a des canonical, donc c'est pas de la duplication. Alors c'est un aparté. Mais parce que je le vois encore, c'est pas parce qu'il y a écrit canonical que c'est bien. Il y a encore des sites qui font des canonical. Quand vous avez une liste de produits, il y a la première page, et puis après il y a la page 2, la page 3, la page 4, la page 5. Je ne vais pas rentrer dans le débat de la pagination, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand vous avez une dizaine de pages, par exemple, qui font toute une canonical vers la première page, et en fait, Google, il s'en fout. Il s'en fout, alors parfois ça marche, mais pourquoi il s'en fiche? Et vous pouvez le voir d'ailleurs quand vous faites des recherches sur Google, qu'au final, vous avez des URL de page 4, 5 qui remontent dans les pages de résultats. Pourtant, vous avez une canonical. Pourquoi
Pourquoi Google ne tient pas compte de ces canonical? Tout simplement parce qu'en page 5, c'est pas le même contenu qu'en page 1. Voilà. Donc, attention au canonical, pareil, ça ne veut pas forcément dire que c'est une bonne chose. Et encore une fois, Google a suffisamment de finesse maintenant pour savoir que vous êtes en train de l'embrouiller sur certains sujets, notamment les canonical. Et c'est pour ça que quand on a des pages qui sont un petit peu différentes, mais pas trop, mais c'est le même titre, mais le contenu change un petit peu au centre, si le contenu est trop différent, il en fera rien. C'est un peu comme les redirections 301 vers la page d'accueil. Moi, si je vais acheter un truc à Darty, que je cherche un aspirateur et qu'il n'y a pas le modèle que je veux et qu'on me renvoie à l'entrée du magasin, ça va me saouler. Je préférerais rester dans le rayon aspirateur. Donc là, c'est un petit peu la même chose pour ça. Donc là, onglet URL. Et puis regardez, pareil, tiens, il y a des URL qui sont indexables. Est-ce que c'est bien que les URL review sort by date et égale page égale 1 soient indexables? Pas forcément. Donc c'est les choses qu'on va regarder. Ensuite, je passe sur l'onglet des codes réponses. Donc là, voilà, j'ai crawlé tout le site. Donc potentiellement les images, les feuilles de style, les fichiers JavaScript, etc. Et je regarde mes codes réponses. Et ce qui est très bien, c'est vraiment d'essayer d'identifier, alors soit en classant par ordre alphabétique, de regarder les similarités entre les URL, d'essayer de faire des regroupements. Envoyer un fichier Excel en disant au client, attention, sur votre site, vous avez plein d'erreurs 404, il faut les corriger, voilà le fichier. Et pour moi, c'est une perte de temps parce que peut-être que sur ces 200 URL, il n'y en a que 20 qui valent le coup. Et peut-être que les 180 autres, c'est des URL de déchets qui, au final, une URL qui ne s'est jamais positionnée sur Google, qui n'a jamais eu de trafic, la rediriger en 301, c'est pas forcément utile. Des fois, il vaut mieux la laisser tomber, faire une 404. Pour faire un parallèle, si vous avez allé à la Fnac, on va un peu dans la profondeur d'un rayon un peu spécial et que on enlève un livre qui n'a jamais été acheté par personne, ça va déranger personne si on enlève le bouquin, voilà, parce que personne le veut de toute façon celui-là. Donc c'est bien de faire des regroupements entre les URL. Tiens, il y a plein de redirections sur les pages de catégories. Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Pareil, la source des redirections. Est-ce que c'est via un lien? Je vous rappelle que Screaming Frog, il va visiter le contenu entier de votre HTML. Donc s'il voit une balise canonical, par exemple, ou une balise hreflang, il va la crawler. Parfois, ça arrive que ces URL-là soient erronées. Donc on va vraiment pouvoir trouver la source de tous les liens. Et puis, quand il y a une erreur de lien, ça m'est arrivé sur un client il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait une erreur 404 sur différents articles, c'était un site édito, et je me suis rendu compte qu'en fait la page de destination existait vraiment. Donc plutôt que de faire une redirection vers la page catégorie, c'est bien de fouiller et d'essayer de voir si l'URL elle n'existe pas vraiment. Au niveau des redirections 301, c'était par rapport à un train peut en cacher un autre. Voilà, j'aimais bien l'image, je trouvais c'est cool. Une redirection aussi peut en cacher une autre. C'est vrai que quand on... Alors je ne sais pas si Patrick, quand il parlait des migrations de sites, en a parlé, mais on a souvent tendance à faire le boulot un peu vite en se disant je vais regarder si mes redirections 301 elles marchent, j'ai fait une migration de site et tout, et puis on regarde, on voit, hop, 301, c'est super, ça marche. Mais est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière vos 301 ? Peut-être que parfois vous avez une redirection 301 qui redirige vers une autre page, qui redirige elle-même vers une erreur 404. C'est pour ça que vous allez pouvoir aller dans le menu Reports et extraire toutes les redirections. Donc là, vous allez vraiment avoir le chaînage, et je l'ai fait il n'y a pas longtemps, pour un client, et je me suis rendu compte que c'était pour resetter des 301 justement, et je me suis rendu compte qu'il y avait parfois des doubles redirections qui atterrissaient sur des pages d'erreur 404. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il y a écrit 301 que c'est bien. Pareil, il faut toujours creuser, aller un petit peu plus loin, et pas hésiter à faire ce type d'export. Il y a deux formats, c'est CSV ou XLSX. Et puis, pareil, c'était comme les autres URL, regrouper les redirections par type. Je trouve ça hyper intéressant. Là, c'était sur un très gros site, et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de redirections qui renvoyaient vers des pages qui répondent en 200. Donc là, on dit au client, tiens, il faut modifier les liens pour pointer directement vers la bonne page. Tiens, il y a tout un tas d'URL qui font une chaîne de redirection vers la home. Et on se rend compte que c'est des URL qui sont en HTTP. Donc là, pareil, on va faire modifier les liens. Et puis, parfois, il y a des chaînes de redirection via des URL spécifiques. Et là, on peut mettre en place parfois des scripts avec des expressions régulières pour tout faire des recherches et remplacer. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment pour vous montrer la différence entre quelqu'un qui va vous jeter un fichier en vous disant « Tiens, regarde tes 404, corrige-les ».
et quelqu'un qui va vous dire, tiens, voilà tes erreurs 404. Sur toutes ces erreurs, il y en a 200, on s'en fiche. Il y en a 50 qui sont intéressantes. Il faudrait, pour 50 d'entre elles, rediriger ces 30 URL-là vers la bonne page. Et là, on est dans la qualité. Et pareil, c'est pas forcément un bon signe. Vous crawlez un site, waouh, j'ai que des 200, c'est génial. Mais en fait, c'est un site qui ne sait pas répondre des 404. Ça veut dire que quand vous tapez une URL qui n'existe pas, il répond en 200. Et puis il écrit page non trouvée, cette URL n'existe pas. Sauf qu'en fait, le serveur envoie le mauvais code réponse, ce qui fait que vous avez une fausse impression que ça marche, parce que ça renvoie que des 200. Donc les en-têtes serveurs. Hein. Et ça, on le voit, alors pas fréquemment, mais plus souvent qu'on le pense. Donc le petit conseil par rapport à ça, c'est toujours vérifier. Là, j'ai pris un site au pif sur Internet. En gros, j'ai tapé erreur 404 et puis j'ai vu les pages d'erreur 404 qui étaient indexées. Et bien cette page-là, /error_404.html, avec mon petit plugin, comme vous voyez, elle répond en 200. Donc elle se fait indexer par Google. Donc c'est sûr que si je crawl le site, je peux avoir plein d'erreurs de liens, mais ça ne va pas me remonter des 404 parce que le serveur est mal configuré et ne sait pas renvoyer des codes 404 et renvoie des codes 200. Donc il faut faire très attention à ça. Et toujours, vous testez, alors là je l'ai mis, en gros vous faites /toto/titi, et puis si vous avez bien un code 404, c'est bon. Si la page répond en 200, c'est qu'il y a un problème sur le serveur. Petite fonction pratique aussi, quand vous avez toujours une erreur 404, vous voulez savoir comment on est arrivé sur cette page. Donc vous allez sélectionner l'URL et puis regarder les inlinks. Vous savez, quand vous sélectionnez URL dans Screaming Frog, en bas, vous avez un petit onglet qui dit tous les liens qui pointent vers ces URL-là. Et là, vous allez trouver d'autres liens, et vous allez dire, attends, ces pages-là, par où on y arrive? Et vous allez rechercher l'URL, revoir, faire le chemin inverse pour essayer de retrouver comment on arrive à cette fichue 404. Et en gros, si vous allez sur votre URL en question, qui répond en 404, que vous faites un clic droit, export et crawl pass report, Screaming Frog va vous extraire tous les chemins possibles pour accéder à cette page. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir identifier tout le cheminement qu'a fait le crawler en arrivant sur ces 404. Donc c'est bien quand il n'y a pas trop de liens, parce que sinon ça devient vite des fichiers à rallonge, mais c'est assez utile pour remonter le crawl un petit peu, la façon dont il a crawlé. Alors ça, j'adore, sur la balise title, c'est vrai que Screaming Frog va remonter en un coup d'œil, il y a des balises title qui sont trop longues, et puis là, il y en a plein qui sont dupliquées, là, il y en a 13 000. Et là, quand on regarde d'un coup d'œil, je ne sais pas si vous voyez du fond de la salle, mais en gros, il y a des URL qui ont page égale 1, et puis pas page égale 1. Page égale 1, page égale 2, page égale 3, donc c'est la pagination sur une liste de produits. C'est la pagination qui montre que les titres sont identiques, sont similaires. Maintenant, Google gère quand même, de mon point de vue, Google gère quand même mieux la pagination, quoique ça dépend des cas. Mais le souci là que j'avais, c'est qu'en fait le crawl était énorme, j'avais plein d'URL, et je me dis ok, il y a de la duplication, c'est à cause de la pagination, et puis j'arrivais pas à voir les autres problèmes de duplication, parce qu'en fait j'avais que ce souci de pagination qui me sautait aux yeux avec ces paramètres dans les URL. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que via une petite expression régulière, comme ça, qui est écrite en bas, alors je vais pas vous l'expliquer ici, mais en gros, dans mon champ de recherche, là, j'ai collé ça, donc il faut juste modifier ce qu'il y a en vert, et là, il va me chercher toutes les pages dupliquées qui ne contiennent pas page égale. Donc en gros, je vais voir tous mes problèmes de duplication, hormis la pagination. Et là, je vais y voir plus clair. Ah tiens, il y a un problème avec des URL, alors là, c'est pas là, mais parfois, j'avais des URL qui avaient des slash, pas de slash, ou des choses comme ça. Petit rappel aussi, quand vous faites une recherche dans Screaming Frog sur les URL, vous pouvez regarder, indiquer le champ dans lequel vous recherchez. Donc c'est bien quand vous avez des crawls qui sont très très costauds, parce que vous allez chercher directement dans le bon champ. Si vous cochez tout, ça va être beaucoup plus long, parce que forcément la recherche va être longue. Donc deux choses à savoir sur cette slide, c'est qu'on peut faire des recherches inversées, donc voir toutes les URL qui ne contiennent pas, avec les expressions régulières, qui sont supportées par la chose, et sélectionner dans quel champ vous voulez effectuer votre recherche. Voilà. C'était les deux messages à retenir pour cette slide magique qui n'a pas de photo rigolote de Nemo. Et alors là, c'est avec un grand plaisir que je vous montre. C'est vrai qu'on l'utilise souvent, Screaming Frog, et puis on ne découvre pas ces nouveaux onglets qui sont un peu planqués. Il y a un onglet qui s'appelle Content qui est arrivé en juillet de cette année, donc en plus c'est peut-être passé à la trappe pour certains d'entre vous. Et ce qui est génial avec cet onglet, c'est que quand on va
Alors pour le paramétrer, il faut aller dans configuration, content, et là il y a la petite fenêtre au milieu qui s'affiche, et là vous cochez Enable Near Duplicate. Vous choisissez le seuil de duplication, par exemple, montre-moi toutes les URL qui ont un taux de similarité supérieur à 90%. Vous lancez votre crawl et là la magie opère, c'est-à-dire que ce qu'il va vous faire, c'est que automatiquement il va récupérer les contenus et il va vous identifier, bah tiens, là sur cette page-là, il y a les mots en vert qui ne sont pas présents sur la page de gauche et inversement, les mots qui sont présents là ne sont pas présents là. Donc vous allez pouvoir vraiment faire un comparatif et c'est rigolo parce que je l'ai vu notamment sur une page de FAQ où j'avais plusieurs URL pour la même page de FAQ et en fait la seule différence c'était c'était la FAQ qui était déroulée en fait. Vous voyez ces espèces de petits collapses. Et au final j'avais 10 URL pour des pages qui proposaient strictement le même contenu. Et quand je regardais via les titles, bah, je ne voyais pas que c'était dupliqué parce que ce n'était pas les mêmes balises de titres, puisqu'il y avait un titre pour chaque question, mais qui au final était sur une même page globale. Donc grâce à ça, j'ai pu me rendre compte que j'avais plein d'URL qui étaient dupliqués, que je n'aurais pas vu forcément dans la partie des balises title. Génial cette fonction. Donc vous pouvez la creuser un petit peu parce qu'il y a d'autres paramétrages. Et en gros, ça va vous remonter dans l'onglet Content le taux de similarité et le nombre de pages qui ont cette proximité sémantique. Deuxième petit détail, mais qu'on ne voit pas là, je crois, c'est que vous pouvez, pareil, cocher des options d'analyse de contenu et Screaming Frog va vous détecter en fonction du langage, est-ce que vous avez fait des erreurs de grammaire ou d'orthographe. C'est génial quand même, pratique pour les gens qui écrivent mal comme moi. Donc ça permet de faire des petits check-up de temps en temps et c'est relativement utile. Donc voilà encore, et tout ça c'était juste planqué dans un onglet. Je vous recommande de suivre le compte officiel de Screaming Frog parce que justement ils communiquent sur ces éléments-là sur leur compte, sinon ça passe complètement à la trappe. Et vous allez me dire, bah ouais, mais c'est gentil parce que si tu récupères tout le contenu de la page Emric, si mon menu il y a 800 liens, bah mes pages elles vont être très similaires parce que le nombre de liens, bah, ça fait la majeure partie du contenu et du coup ça va faire augmenter artificiellement mon taux de similarité. Ce que vous pouvez faire dans le paramétrage, donc là c'est un exemple de menu, bah tiens, trouve-moi le taux de similarité, mais sans tenir compte du menu, du footer, tous ces éléments qui sont communs entre les pages. Et là, c'est très intéressant parce que via ce petit panneau de configuration, vous allez pouvoir lui dire, bah tiens, exclue les tags nav et footer, donc les tags HTML nav et footer, n'en tiens pas compte dans ton calcul de taux de similarité. Et de la même manière, tiens, exclue-moi la classe qui s'appelle navbar-header. Et comme ça, tous ces éléments sont mis à part et vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de la similarité entre vos pages. La visualisation, combien de temps tu dis ? Waouh. Visualisation. Alors Screaming Frog propose plein de trucs pour voir des choses très intéressantes. Alors, des fois, je vois des captures sur Twitter en disant ouais, mon site, le maillage, trop bien, etc. En fait, il faut surtout savoir ce qu'on regarde parce que dans ce graphique, donc, que vous allez trouver dans l'onglet visualisation, bah, vous allez avoir différents paramétrages. Alors déjà, ce qui est en rouge, c'est les pages qui sont en no-index, en redirection, des choses comme ça. Donc on voit tous les liens entre les pages. Mais la taille du rond, vous allez pouvoir la paramétrer. Tiens, est-ce que je veux que la taille du rond corresponde au nombre de mots dans ma page? Donc là, en un clin d'œil, vous allez pouvoir ressortir les pages qui ont beaucoup de mots. Ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que je veux que ce soit le nombre de clics? Donc là, vous allez peut-être voir des pages qui génèrent beaucoup de trafic versus pas du tout, et de mieux comprendre un petit peu où elles se positionnent dans votre site. Donc, pas oublier qu'il y a ces petits paramètres qui peuvent vous permettre d'avoir des visions un peu plus fines en fonction des KPI que vous recherchez. Donc voilà, ça c'est des exemples. Hein. Regardez s'il y a des pages qui sont fortement maillées, qui ne sont pas indexables. Donc voilà. Donc un gros rond rouge, ça veut dire que j'ai une page qui reçoit plein de liens, mais qui est en no-index. Link score, c'est un calcul de maillage interne de Screaming Frog aussi, qui est relativement pratique. Et puis là, bah tiens, c'est une visualisation qui est intéressante parce qu'on voit qu'on a une catégorie d'un site qui envoie vers plein de pages qui sont en no-index. Donc là, on se dit, tiens, il y a un problème, pourquoi, comment? Et ça permet de le visualiser plus simplement que dans un tableau Excel, la Screaming Frog, quoi. De la même manière, quand vous allez sur une URL, vous pouvez faire un clic droit dessus, visualisation, et là, regardez, InLink Onshore Text Word Cloud, et là, il vous montre un nuage des encres de liens
qui sont faites vers votre page. Donc ça vous permet de voir quelle est la sémantique envoyée sur l'URL de destination. Ça c'est bien pour faire des propals commerciales et tout, ça fait joli, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez faire la même chose de la visualisation sur le contenu d'une page, de regarder tiens quels sont les mots qui ressortent le plus, qui ont le plus d'occurrences. Donc ça, pour que ça marche, il faut qu'au préalable vous ayez coché la case store HTML pour qu'effectivement il puisse avoir enregistré le contenu de la page et vous ressortir ce type de graphique. Dernier point avant de finir. Pour aller un petit peu plus loin, c'est vrai qu'il y a un onglet qui s'appelle Crawl Analysis qui est hyper pratique. En gros, Screaming Frog va sourcer tous les endroits à partir duquel il a pu trouver des URL. Donc il va regarder, tiens, si vous avez coché le sitemap, il va visiter les sitemaps. Il va visiter aussi les balises hreflang, les balises de pagination, qui ne servent plus maintenant, mais qui existent encore sur plein de sites, mais c'est pas grave. Vous pouvez vous connecter à la Search Console ou à Google Analytics, et là, il va graber automatiquement toutes ces URL via ces différents moyens, et il va vous faire une comparaison, il va vous dire, ah bah tiens, là, tu as mis 10 URL dans ton sitemap que moi, j'ai pas trouvé en crawlant le site. Donc là, vous dites, ah bah tiens, j'indique des URL à Google qui sont même pas maillées sur mon site, donc vous allez pouvoir faire les corrections nécessaires pour retrouver du maillage. Donc c'est ce qu'on appelle les URL orphelines, et vous allez pouvoir les exporter dans un report pour justement retrouver toutes ces pages qui ne reçoivent pas de lien directement, mais qui ont été trouvées soit via des canonicals, des hreflang, des sitemaps, ou tout simplement dans la Search Console. Alors j'ai envoyé un message à Dan Sharp, qui est le créateur de Screaming Frog, pour lui dire comment récupères-tu la liste de toutes les URL de la Search Console, et il m'a donné une réponse un peu bizarre, mais j'ai pas tout compris en gros, mais il utilise une API qui s'appelle Search Analytics API, de ce qu'il m'a dit, et c'est comme ça qu'il récupère à l'appel plein d'URL et qui fait la correspondance. Tiens, cette URL-là, elle a généré du trafic, mais je ne l'ai pas trouvé pendant le crawl. Et ça vous permet de faire des optimisations de maillage assez pratiques. Et voilà, il se connecte à ces trois outils-là. Je crois que c'est bon. Ouais, j'ai fini.